Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Sortis de la première promotion des gendarmes auxiliaires, ils sont au total 1200 éléments à faire partie de cette catégorie des ressources humaines. Nous ferons le point avec Aridou Matina. Il y a 26 ans que disparaissaient Norbert Zongo et trois de ses compagnons. Deux décennies après donc, le Burkinabé continue de demander vérité et justice pour cet acte criminel. Fruit de la coopération Niger-Maroc, le Niger qui vient d'être doté d'une centrale électrique de dernière génération au Niger. Assure enfin la paille des sports, compétition africaine des clubs, le Djoliba AC et le Stade malien jouent ce dimanche. Le Djoliba à domicile et le Stade malien en déplacement. Nous ferons le point avec Famrou Djourti. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement, tout de suite les détails. Sortis de la première promotion des gendarmes auxiliaires, ils sont 1200 éléments à faire partie de cette catégorie de gendarmes. Le recrutement de cette unité est une nouveauté au sein de la gendarmerie. Les gendarmes auxiliaires ou militaires du rang vont renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité et participeront à l'exécution de toutes les missions de la gendarmerie. On fait le point avec Aridou Matina. Une nouvelle catégorie de ressources humaines, en l'occurrence les gendarmes auxiliaires, désormais parés de l'uniforme, intègre les rangs des éléments de la gendarmerie nationale. C'est lot des gendarmes auxiliaires ou militaires du rang, conformément à l'ordonnance du 21 mars 2023, portant statut général des militaires, comprend 1200 éléments. La toute première promotion des gendarmes auxiliaires qui s'apprête désormais à exercer le métier des armes et à servir le pays avec honneur et dignité a fait preuve de courage et de résilience afin que ce jour soit. Colonel Ibrahim Traoré, commandant des écoles et des centres de formation de la gendarmerie nationale. Au cours de ces 4 derniers mois, vous avez suivi un cursus exigeant, tant sur le plan théorique que pratique. Vous avez appris non seulement à manier les outils de votre futur métier, mais aussi vous avez forgé un esprit d'équipe solide, un esprit de corps qui sera essentiel dans l'exercice de vos fonctions. L'avènement de cette autre force au sein de la gendarmerie nationale résulte de la volonté du commandement militaire à renforcer davantage l'effectif des forces de sécurité pour l'accomplissement des différentes missions. Général de brigade Moussa Toumani Kone, directeur général de la gendarmerie nationale. L'instant est historique. Les gendarmes auxiliaires qui se tiennent devant vous comptent plus d'1 millier. Leur recrutement relève de la volonté des plus hautes autorités à doter la gendarmerie nationale d'effectifs conséquents lui permettant de faire un maillage complet du territoire national. La formation de quelques mois a porté sur les volets militaires et professionnels. Et c'est l'auxiliaire gendarme Sambou Diakité qui est le majeur de cette promotion avec une moyenne générale de 18,29. Il est suivi des gendarmes auxiliaires Lassina Bagayugo et Abouakrine Aguissa. La direction de la gendarmerie nationale, lors de la cérémonie, a rendu également hommage aux partenaires et aux intervenants extérieurs pour leur expertise, surtout dans le domaine de l'enseignement, ce qui fait de la gendarmerie nationale une école de référence dans la sous-région. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et son partenaire ONU-Femmes célèbrent la résolution 1325 de l'ONU. C'était donc cette semaine au Centre international de conférence de Bamako. On fait le point avec Awa Adama Koulibaly. L'année 2024 marque la 24e commémoration de l'adoption de la résolution 1325, un agenda qui valorise l'inclusion des femmes et la prise en compte de leur contribution à la paix et à la réconciliation nationale. Depuis sa première mise en œuvre au Mali en 2012, le plan d'action national de la résolution 1325 porte ses fruits. Je m'appelle Agaïchatou Maïga, présidente de l'Union des femmes combattantes de Mopti. Les femmes ne faisaient pas partie des instances de prise de décision. Nous avons bénéficié des formations qui nous ont permis d'être confiantes. Aujourd'hui, nous pouvons être candidates aux élections. J'ai l'intention de me présenter au communal pour être maire principale. C'est ce changement de mentalité et de comportement qui est recherché et qui donne espoir à l'atteinte des objectifs fixés. À nos jours, 354 femmes ambassadrices de paix sont à pied d'œuvre sur l'ensemble du territoire. Marie Gouret Nizigama, représentante résidente de ONU Femmes au Mali. Une enquête CAP qui a été menée en 2024 dans la région de Mopti a relevé que les femmes ont été impliquées dans la gestion des conflits à 96% à Mopti,
99% à Douanza et 76% à Tenenkou. Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Ceci, nous pouvons ajouter le renforcement des capacités des ministères sectoriels sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, l'institutionnalisation du plan d'action national de la résolution 1325, le renforcement des acteurs communautaires et des leaders religieux sur le genre, la masculinité positive, le rôle des femmes, des filles, des hommes et garçons dans l'élimination des violences sexuelles basées sur le genre et l'alerte précoce. Le Mali est à sa 3e génération du plan d'action national de la résolution 1325. Avec les avancées observées, les partenaires techniques et financiers maintiennent leurs efforts d'accompagnement. Berry Lowen, représentant des partenaires techniques et financiers. Nous renouvelons notre engagement à encourager la participation des femmes en veillant à une représentation équitable des femmes dans toutes les sphères de décision. Le rappel de l'importance des femmes dans les processus de paix, de médiation et de réconciliation se poursuivra sur 3 jours avec des activités, notamment le partage des acquis à Bamako et dans la région de Sirou. AES Actualité. Ici au Mali, 2e réunion du comité régional de coordination du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Les acteurs venus des pays de l'AES, les partenaires financiers et acteurs impliqués dans le processus de stabilisation au Sahel échangent sur le plan d'action commun. Le document qui va être adopté lors de cette réunion permettra d'harmoniser les approches après le partage des expériences. Le point avec Bemba Sibi. Au défi commun de la stabilisation au Sahel, une réponse commune, une réponse qui va être actée lors de la réunion du comité régional de coordination du projet communautaire de relèvement de stabilisation du Sahel, PCRSS, qui planche sur le plan d'action commun. Cette 2e rencontre du genre réunit les responsables du projet des pays de l'AES et les acteurs impliqués dans le processus de stabilisation. Adama Ibrahima Berté, coordinateur du PCRSS. La collaboration régionale a pour objectif de faire le point au niveau de chaque pays de ce qui a été fait en termes de réalisation d'infrastructures, d'appui aux déplacés et des activités socio-économiques. Chaque pays présente ce qu'il a fait et on essaie de voir quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut harmoniser et réutiliser entre un pays et un autre. Awa Aou, secrétaire exécutif de l'autorité du Liptako Gourma. Ça démontre encore une fois l'utilité et l'importance d'être ensemble et de voir comment est-ce que nous pouvons travailler de façon coordonnée. Et c'est ce qui est requis aujourd'hui dans nos 3 États. Adrien Morel, représentant de la Banque mondiale. Et nous saluons l'initiative qui a été prise de se servir du cadre du CRC pour notamment faire un peu un travail de mise en commun et d'harmonisation des plans d'action pour l'année à venir. Harmoniser les approches pour plus d'efficacité dans le processus de stabilisation au Sahel, c'est donc l'objectif visé par cette session. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix, de la Cohésion nationale, non moins président du comité régional de coordination du PCRSS, estime que le plan d'action commun en gestation répond à des soucis d'efficacité. Général de corps d'armée Ismaël Ouagé. On a les mêmes problèmes, on a les mêmes solutions, mais on n'a pas forcément la même façon de faire. Donc, ce qui veut dire que chacun doit se retrouver dans sa façon de faire, mais partager sur le plan sous-régional qu'on puisse en bénéficier. Ce qui peut marcher ici peut peut-être marcher là-bas. Ce qui ne marche pas ici peut-être peut marcher ici, ainsi de suite. À travers ces échanges, on peut se comprendre. Agir ensemble pour atteindre les objectifs de stabilisation du Sahel, mais surtout agir rapidement pour corriger le retard de décaissement souligné par le bailleur du projet, à savoir la Banque mondiale, en veillant toutefois que chaque décaissement soit utile à l'exécution du plan d'action commun, a souligné le ministre. 13 décembre 1998, 13 décembre 2024, cela fait 26 ans que le journaliste Norbert Zongo et 3 de ses compagnons ont été assassinés. Le peuple burkinabé continue de demander vérité et justice pour cet acte criminel. Au cimetière municipal de Gounguin hier matin, une gerbe de fleurs a été déposée sur les tombes de Norbert Zongo, ceux de ses compagnons et sur les tombes des martyrs de l'insurrection populaire. Ce 13 décembre a aussi été marqué par une conférence publique axée sur les droits humains et la liberté. On fait le point avec notre confrère de Radio Burkina, Albéric Bationou.
26 ans après l'assassinat de Norbert Zongo et ses compagnons, le message est resté le même pour les journalistes et défenseurs des droits humains. Vérité et justice. Ce 13 décembre, au cimetière municipal de Gunguin, des voix se sont une fois de plus levées pour rendre hommage à Norbert Zongo, Abdoulaye Ntiema, Blaise Ilboudo, Ernest Zongo et à l'élève Flavien Nebier. Dans son message lu par Idrissa Kombem, l'association des journalistes du Burkina a réitéré sa détermination à se battre sans relâche jusqu'à ce que la lumière soit faite sur ces assassinats. Depuis 26 ans, les journalistes du Burkina, de l'Afrique et du monde, les avocats des familles, les défenseurs des droits de l'homme et les militants du pays réel sont toujours debout. Les longues années de lutte, la répression, les tergiversations ne sont pas venues et ne viendront pas à bout de notre détermination. Que tous ceux qui se reconnaissant dans le sacrifice de Norbert Zongo, digne fils du Burkina et de l'Afrique, cesse de hurler avec les mots. Pour les MBDHP, ce 26e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo se commémore dans une situation difficile. Son président Chrysogono Zougmori. Nous avons dit que la seule possibilité qui s'offre aujourd'hui, après tant d'années de lutte, après tant d'années d'attente, c'était le jugement par contumace. Nous sommes aujourd'hui plus ou moins satisfaits de ce qui transparaît à travers ce communiqué du procureur près du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Mais nous restons prudents. Ce 13 décembre, les journalistes et défenseurs des droits humains ont aussi déposé une gerbe de fleurs en mémoire aux martyrs de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et de la résistance au putsch de septembre 2015. Cette commémoration s'est poursuivie à la Bourse du travail de Ouagadougou à travers une conférence publique axée sur les thèmes état des lieux, des droits humains et des libertés dans le contexte des crises sécuritaires, enjeux et perspectives pour la lutte du peuple. Le conférencier Ali Sanou, secrétaire général du MBDHP, a développé sa communication sur le contexte actuel marqué par la persistance des attaques terroristes et d'une remise en cause des libertés démocratiques. Ali Sanou a invité donc les gouvernants à accentuer la formation des FDS et VDP sur les droits humains et à améliorer les conditions de vie des populations. Sa Majesté le roi Mohamed VI a offert une centrale électrique de dernière génération au Niger. Elle a une capacité de production électrique de 20 MW et devra contribuer à la résolution de la crise énergétique du pays. Ce don du royaume chérifien s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Niger et le Maroc. Le Conseil des ministres du Niger s'est réuni dans la salle habituelle de délibération sous la présence du général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État présent du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris plusieurs décisions suivant les conclusions avec Waziri Adjish de la radio du Niger. Le Conseil des ministres a examiné la situation sécuritaire qui prévaut dans certaines localités de notre pays. Le Conseil des ministres a apprécié les efforts remarquables déployés par nos forces de défense et de sécurité au niveau des différentes zones d'opération. Dans son devoir de réduction des comptes, des bulletins d'information sont publiés 2 fois par semaine pour faire le point de la situation sécuritaire dans les zones d'opération. Toutefois, prenant le contre-pied de ces actions d'information, une vaste campagne d'information est orchestrée par Radio France Internationale dans un montage grossier et honteux à relents génocidaires. L'objectif étant de dresser les populations entre elles en créant des sentiments de rejet entre les communautés. Pour assouvir ces desseins macabres, les apatrides sont utilisés pour servir de relais aux opérations de déstabilisation. Ainsi, on y voit sur leur page Facebook des villages brûlés rappelant le triste souvenir du passage des missions colonisatrices. Cet organe de presse, qui est l'outil de propagande de la politique extérieure de la France, est devenu un instrument d'incitation au massacre et au génocide, comme ce fut le cas dans certains pays qui souffrent encore des stigmates de ces atrocités. Tous ces faits peuvent recevoir une qualification pénale. C'est pourquoi, à l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de porter plainte contre la Radio France Internationale RFI pour notamment incitation au génocide et au massacre intercommunautaire sur notre territoire. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a levé la séance.
Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se réuniront demain en Angola pour un sommet crucial. Ils visent à poursuivre les négociations de paix dans l'est de la RDC. Cette rencontre pourrait déboucher sur un accord de paix durable entre les deux pays. L'annonce a été faite par le président angolais João Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine dans le conflit entre le Rwanda et la RDC lors de sa visite en Afrique du Sud. Après 12 ans, la Turquie rouvre aujourd'hui son ambassade en Syrie. La Turquie a nommé hier un nouveau chef de mission pour son ambassade à Damas. Il était précédemment ambassadeur de Turquie à Mauritanie. Et l'ambassadeur du Mali donc en Chine qui a présenté ses lettres de créance à Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Cette cérémonie solennelle de présentation des lettres de créance qui a concerné une vingtaine d'ambassadeurs s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération fructueuse entre la Chine et le Mali. Le président chinois a renouvelé la disponibilité de son pays à partager les opportunités de développement avec tous les pays au regard de l'excellent niveau de modernité que la Chine a atteint dans tous les domaines de développement. Les sports dans une poignée de secondes. Oui, l'actualité sportive est très riche. Ils sont 51 entraîneurs, dont une femme, à recevoir la licence de fédérale suite à la formation initiée par la Fédération malienne de football en partenariat avec l'Institut national de jeunesse et des sports. La cérémonie de remise a eu lieu au siège de la FEMA Futsal hier vendredi. Sur le terrain en football, on parle maintenant de la compétition africaine des clubs. Comme lors de la deuxième journée, le Djoliba AC reçoit son adversaire de la troisième journée en Ligue des Champions, tandis que le Stade malien en déplacement donc au compte de la Coupe CAF. Les deux représentants jouent donc ce dimanche. La synthèse de l'actualité sportive avec Famourou Djourti. Suite et fin de la quatrième journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali ce samedi. 3 rencontres sont au programme, dont 2 à 16h GMT. Au stade Salif Keita Domingo de Kati, le FC Djara reçoit l'AS Police. Au même moment, ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté, l'US Bougouni accueille l'association sportive de Korofina. Juste après cette rencontre, sur la même pelouse du stade Mamadou Konaté, à 18h, l'US Bougouba affronte l'AS Real de Bamako. 2 matchs se sont joués hier vendredi 13 décembre. Après une défaite 2-0 et un match nul 0-0, Afrique Football Elite, AFE, a enfin décroché sa première victoire. AFE a battu le leader 11 créateurs par 2-1. Clénime Kodé, 36e minute, et Brahma Koulibaly, 70e minute, ont marqué pour AFE. Lamine Kamara a réduit le score pour 11 créateurs à la 75e minute. Dans l'autre match d'hier, l'AS Bakaridian de Baraouli et Binga FC se sont neutralisés 0-0. En ouverture de cette quatrième journée, mercredi 11 décembre, l'USFAS s'est incliné 1-2 face au Djoliba AC. Le match entre Stade Malien de Bamako et Étoile du Mandé est reporté à une date ultérieure à raison du déplacement des Blancs de Bamako au Maroc pour la troisième journée des matchs du groupe de la Coupe CAF. En parlant des compétitions africaines des clubs de la CAF, en Ligue des Champions, le Djoliba AC reçoit ce dimanche 15 décembre au stade du 26 mars Sagrada Esperança d'Angola au compte de la troisième journée dans le groupe D. Lors de la deuxième journée, le Djoliba AC à domicile a tenu en échec Pyramide FC d'Égypte 0-0. Avant leur duel de ce dimanche, le Djoliba AC et Sagrada Esperança ont chacun un petit point dans leur compteur. La victoire est impérative pour chaque équipe pour la suite de la compétition. La première affiche du groupe D oppose ce samedi à 19h GMT l'Espérance sportive de Tunis à Pyramide FC d'Égypte. Les deux favoris du groupe, les deux formations ont chacune 4 points. En Coupe CAF, le Stade malien joue également ce dimanche 15 décembre. Ce sera en déplacement au Maroc contre la Renaissance sportive Berkane. Après sa victoire 2-0 en ouverture contre Stellenbosch et le match nul 1-1 concédé en Angola face à CD Lundasoul, le Stade malien affronte le grand favori du groupe, la Renaissance sportive Berkane, un adversaire qu'il a battu en aller-retour la saison dernière dans la même compétition. Finaliste de la dernière édition et grande habituée de la compétition, la RS Berkane réalise un sans faute pour le moment. Les Marocains, avec 6 points, devancent les stadistes de 2 points au classement avant la troisième journée. La rencontre RS Berkane Stade Malien de Bamako est prévue ce dimanche à 19h GMT. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Europe a eu lieu ce vendredi 13 décembre à Zurich. La phase des poules débutera en mars 2025 et durera jusqu'en novembre. La meilleure équipe de chaque groupe obtiendra une place pour la Coupe du Monde. L'Angleterre est l'une des 4 nations tête de série à connaître son sort. Sous la houlette de Thomas Tuchel, qui prendra les rênes du club à compter du 1er janvier, elle affrontera la Serbie, l'Albanie, la Lettonie et Andorre dans le groupe K. L'Espagne affronte les Pays-Bas en quart de finale de la Ligue des Nations. Le vainqueur rejoindra la Turquie, la Géorgie et la Bulgarie dans le groupe E, tandis que l'équipe perdante ira dans le groupe G
aux côtés de la Pologne, de la Finlande, de la Lituanie et de Malte. La France, finaliste de la Coupe du Monde 2022, participe également à un quart de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie. En cas de victoire, elle ira dans le groupe D avec l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. La Coupe du Monde de football 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Elle débutera le 11 juin et la finale aura lieu le 19 juillet. Elle sera la première à compter 48 équipes contre 32 auparavant. L'Europe aura 16 places pour le tournoi contre 13 lors de la dernière Coupe du Monde et les 12 vainqueurs du groupe se qualifieront automatiquement. Ce vendredi, le siège de la Fédération malienne de football a servi de cadre pour la remise de la licence D fédérale à 51 entraîneurs et formateurs dont une femme. La licence D délivrée par la FEMAFOOT permet aux entraîneurs d'assumer des responsabilités dans les catégories de jeunes et d'initiation. Elle constitue ainsi un point de départ dans le processus de formation continue. La licence 2 représente une étape clé dans le développement des entraîneurs en leur offrant les outils nécessaires pour encadrer efficacement les joueurs et favoriser la croissance du football à la base. Cette formation s'inscrit aussi dans le cadre d'une série d'initiatives entreprises par la FEMAFOOT pour améliorer la qualité du football malien. 9h20, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Badi Tourish, coordination éditoriale Bemba Sibi, la réalisation est assurée par Adam Maïga. Passez d'excellents moments accompagnés du programme de Radio Mali. Au revoir.